Le claquement du tiroir a résonné dans toute la cuisine comme un coup de semonce. Je n'ai pas sursauté. À 71 ans, après avoir tenu une classe de 25 enfants pendant 37 ans, on ne sursaute plus facilement. Mais ce bruit-là, ce claquement précis, agressif, calculé, m'a traversé autrement. Pas dans le corps, dans la certitude. Je m'appelle Elisabeth Maréchal, ancienne institutrice, veuve depuis 6 ans et propriétaire de cette maison à Villeurbanne depuis 29. Ce que ma belle-fille avait oublié ce matin-là, c'est que les institutrices savent très bien faire la différence entre un accident et une intention. C'était un vendredi matin de novembre. Je préparais mon café dans ma cuisine, celle que j'avais entièrement refaite après la mort de mon mari Georges avec l'assurance vie qu'il m'avait laissée. Les carreaux blancs et bleus que j'avais choisis moi-même chez un artisan de la Croix-Rousse, le plan de travail en granit que j'avais attendu 6 semaines, parce que le bon gris, celui qui ressemblait au ciel de Lyon en janvier, n'était pas disponible. Cette cuisine était le résultat de 30 ans de patience et de travail, et elle sentait ce matin-là le café et la brioche que j'avais faite la veille. Ma belle-fille Nathalie est entrée sans frapper, comme à son habitude depuis 3 ans. Elle portait son peignoir en éponge rose, celui qu'elle avait installé dans ma salle de bain comme si c'était la sienne. Elle a ouvert le réfrigérateur, sorti le jus d'orange que j'avais acheté, en a rempli un grand verre sans me regarder, puis elle a ouvert le tiroir des couverts pour prendre une cuillère, et l'a refermé avec ce claquement de quelqu'un qui possède. « Bonjour », ai-je dit posément. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'incongru. « Ouais, tu as encore acheté du jus avec pulpe. » Je t'avais dit que je voulais sans pulpe. Je n'avais rien répondu. J'avais repris ma tasse, m'étais installée à ma table, et j'avais regardé par la fenêtre le jardin que j'avais planté il y a 20 ans. Le rosier que Georges m'avait offert pour nos noces d'argent avait perdu ses dernières feuilles. Il serait magnifique au printemps, comme chaque année, sans Nathalie, sans Étienne, sans leur valise qui occupait encore la chambre d'amis 3 ans après leur arrivée provisoire. Provisoire. Ce mot-là, je l'avais cru sincèrement quand mon fils Étienne me l'avait dit. Maman, juste le temps qu'on trouve quelque chose, on a eu un souci avec le propriétaire. 2 mois, pas plus. J'avais dit oui parce que c'était mon fils. J'avais dit oui parce que Georges n'était plus là pour équilibrer les choses et que j'avais peur du silence de cette grande maison. J'avais dit oui parce que les mères disent oui et qu'elles le regrettent souvent trop tard. 3 ans plus tard, leurs affaires occupaient la moitié de mon garage. Le téléviseur qu'ils avaient apporté trônait dans mon salon à côté du mien qu'ils avaient relégué dans un coin et Nathalie avait réorganisé mes placards de cuisine parce que, selon elle, je rangeais les choses n'importe comment. Elle avait 38 ans, travaillait à mi-temps dans une agence de voyage et avait une opinion très arrêtée sur la façon dont les autres devaient vivre chez eux. Mon fils, lui, n'avait rien dit. Étienne avait toujours eu cette façon de regarder le plafond quand la situation devenait difficile. C'était peu, être ma faute. J'avais trop facilement réglé les problèmes pour lui quand il était enfant. Je lui avais appris que les tempêtes finissaient par passer sans qu'on ait besoin de bouger. Il avait conservé cette leçon à 42 ans et l'appliquait à tous les domaines, y compris à la façon dont sa femme traitait sa mère. Ce vendredi de novembre ne ressemblait à aucun autre pourtant, pas à cause du claquement du tiroir, pas à cause du jus avec pulpe. Il y avait autre chose. Le matin même, en triant le courrier comme je le faisais chaque jour, j'avais trouvé une enveloppe que je ne reconnaissais pas, en tête d'un organisme de crédit, adressée à Madame Nathalie Maréchal, à mon adresse. Ce n'était pas la première fois que du courrier au nom de Nathalie arrivait ici, mais celui-là avait cette épaisseur particulière des lettres qu'on préfère ne pas avoir reçues. Je ne l'avais pas ouverte. Ce n'était pas dans ma nature, mais je l'avais posée sur le buffet de l'entrée, bien en évidence, avec la précision d'une institutrice qui place le devoir non rendu sur le bureau de l'élève. Nathalie ne l'avait pas prise. Elle était passée devant sans la regarder. Le soir, ils avaient des amis à dîner. Des amis à eux que je ne connaissais pas, qu'ils avaient invités dans ma maison sans me demander mon avis. J'avais préparé un gratin dauphinois, parce que c'était novembre, et qu'on était à Lyon, et qu'un gratin dauphinois, un soir de novembre à Lyon, c'est une évidence. J'avais mis la table correctement, sorti le service que j'avais reçu de ma propre mère. Ils étaient arrivés à 20h, bruyants, chargés de bouteilles de vin que Nathalie avait rangées dans ma cave comme si c'était la sienne. Il y avait un couple, David et Isabelle, et une amie de Nathalie prénommée Chloé, qui travaillait dans la même agence. Ils m'avaient à peine salué. Je m'étais installée discrètement à un bout de la table. À un moment, Chloé avait demandé si la maison était grande.
Nathalie avait répondu avant que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. « C'est chez nous », avait-elle dit avec ce sourire désinvolte qu'elle avait pour les grandes occasions. Enfin, c'est la belle-mère qui est là pour l'instant. On cherche à racheter sa part. Le silence qui avait suivi n'avait duré qu'une seconde, mais dans cette seconde, j'avais entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Sa part. Comme si cette maison était une copropriété dont je n'étais qu'une actionnaire minoritaire. Comme si ma présence ici était un arrangement transitoire en attendant que les vrais propriétaires prennent possession. Étienne avait regardé son assiette. J'avais continué à manger mon gratin, celui que j'avais fait, dans ma cuisine, dans ma maison, avec mes carottes achetées au marché de la place Carnot le samedi matin. J'avais souri poliment à David quand il m'avait parlé de la météo. Et à l'intérieur, quelque chose qui dormait depuis 3 ans venait de se réveiller avec la clarté absolue d'une évidence. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'ils partent faire leurs courses. Nathalie avait pris les clés de ma voiture, la Clio que j'utilisais encore de temps en temps pour aller voir mon ami René à Bron. Elle l'empruntait régulièrement depuis 1 an, ayant expliqué que la sienne était au garage. Apparemment, le garage prenait beaucoup de temps. Quand la porte a claqué derrière eux, je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai posé devant moi la lettre de crédit que j'avais gardée. Et j'en ai sorti 2 autres du tiroir de mon secrétaire, des enveloppes similaires arrivées les semaines précédentes que j'avais conservées sans trop savoir pourquoi. L'instinct des institutrices peut être. On ne jette jamais un document avant d'en avoir compris la portée. J'ai ouvert les 3 enveloppes. La première était un avis de retard de paiement pour un crédit à la consommation de 8 000 €, souscrit 10 à 8 mois auparavant. La deuxième était une relance pour un autre crédit, 5 000 € cette fois, auprès d'un organisme différent. La troisième était un courrier d'un cabinet de recouvrement pour une dette liée à un abonnement impayé, adressé à mon adresse comme domicile officiel de Nathalie Maréchal. Je suis restée longtemps immobile à regarder ces papiers. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Fontaine. Bernard Fontaine, notaire à la retraite, avec qui j'avais travaillé 20 ans plus tôt quand j'avais acheté cette maison. Il était devenu par les années une sorte d'ami, ou du moins ce que les gens de sa génération appellent une connaissance de confiance. Il répondait toujours « Elisabeth ». Sa voix avait ce timbre rassurant des gens qui ont passé leur vie à lire des documents difficiles. Quelque chose ne va pas. Ce n'était pas une question. Il me connaissait. J'ai tout expliqué. En 20 minutes, avec la précision que j'avais appliquée pendant 37 ans à corriger des dictées. Les 3 ans de présence, le dîner de la veille, les 3 lettres, la voiture, les placards réorganisés et la phrase sur ma part. Bernard a écouté sans m'interrompre, ce qui est une qualité rare. « Elisabeth, dit-il quand j'ai terminé, tu as tout gardé ? Tout. Les enveloppes, les dates, les courriers. J'ai une armoire entière. » Il y a eu un court silence. Je connaissais ce silence. C'est celui que font les gens compétents quand ils réfléchissent sérieusement. « Je vais t'envoyer quelqu'un lundi matin. Un collaborateur, Maître Aubert. Il est jeune mais excellent. Apporte tous tes documents. Le titre de propriété, les factures à ton nom, tout. Et garde bien ces 3 lettres. Elles pourraient être importantes. Pourquoi ? Parce que si ton adresse a été utilisée comme domicile officiel pour des engagements de crédit sans ton autorisation, on n'est plus seulement dans un problème de cohabitation difficile. On est potentiellement dans quelque chose de plus sérieux. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre le rosier de Georges. Puis j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire. Pas une liste de courses, une chronologie. Les dates d'arrivée, les incidents, les dépenses que j'avais assumées sans le dire, les services à mon nom, les abonnements. J'avais la mémoire des détails. C'est un avantage qu'on n'apprécie pas assez chez les femmes de mon âge. Quand ils sont rentrés du supermarché, j'étais dans le salon à lire. Nathalie portait 4 sacs de l'enseigne où je faisais mes propres courses. Elle les a posés sur mon plan de travail en granit et a commencé à ranger sans me parler. Étienne s'est affalé dans le canapé avec son téléphone. « Quelqu'un a appelé pour toi », ai-je dit posément depuis le salon. Nathalie s'est retournée. « Qui ?»« Un certain monsieur Collet, d'un cabinet juridique. J'ai le numéro. » Elle a pâli légèrement. « Ou peu. Ai-je imaginé cela ?» J'ai continué à lire. Ce soir-là, j'ai entendu leur conversation depuis ma chambre. Les murs de cette maison ont toujours été fins, une caractéristique que j'avais appris à ignorer et que j'appréciais désormais. Nathalie parlait à voix basse, mais avec cette intensité tendue des gens qui ont peur. Étienne répondait par monosyllabes. Le lundi matin, j'étais dans le bureau de Maître Aubert à 9 h. Il était effectivement jeune, la trentaine à peine, avec des lunettes rondes, et cette façon qu'ont les gens intelligents de vous écouter sans regarder ailleurs.
J'ai posé mes documents sur son bureau un par un. Le titre de propriété à mon seul nom, acquis en 1995. Les factures d'électricité, de gaz, d'eau, d'internet, tout à mon nom. Les relevés de compte où l'on voyait les prélèvements automatiques. Et les 3 lettres de crédit. Maître Aubert a tout lu attentivement. Quand il a relevé la tête, son expression n'avait pas changé, mais ses yeux avaient pris cette qualité particulière d'un homme qui voit une situation nettement. « Madame Maréchal, votre titre de propriété est inattaquable. Vous êtes propriétaire en pleine propriété, sans usufruit partagé, sans indivision. Vos enfants ou belles-filles n'ont strictement aucun droit réel sur ce bien tant que vous êtes en vie et que vous n'avez rien signé. Je le savais. » Mais l'entendre dit à voix haute par quelqu'un qui portait une robe avait un autre effet. Concernant les courriers de crédit, il a continué « Je vais vérifier si votre adresse a été utilisée comme domicile légal dans les actes de souscription. Si c'est le cas, sans votre accord écrit, il y a là une utilisation frauduleuse qui vous expose à des complications administratives et fiscales. Vous avez parfaitement le droit d'envoyer un courrier recommandé à ces organismes pour indiquer que vous n'êtes pas garante et que cette adresse est utilisée sans votre consentement. Et pour la maison, je vais préparer une mise en demeure de libération des lieux avec un préavis de 30 jours, basé sur la révocation du prêt à usage verbal. Votre fils et sa femme occupent votre propriété sans bail, sans loyer, sans contrat. La jurisprudence est très claire là, dessus en France. Dès lors que le propriétaire révoque sa tolérance, les occupants sans titre doivent partir. J'ai signé les documents qu'il m'a présentés avec le même calme que j'avais mis à signer les relevés de notes de mes élèves pendant 37 ans. Chaque paraphe était une phrase que je n'avais pas su dire à voix haute depuis 3 ans. Quand je suis sortie, le soleil de novembre était doux sur les quais. J'ai marché jusqu'au bord du Rhône. J'avais les jambes qui tenaient bien, contrairement à ce que Nathalie semblait croire quand elle prenait ma voiture. Dans l'après-midi, depuis un café-place Bellecour où j'avais mes habitudes, j'ai passé 3 appels. Le premier à l'opérateur Internet. Mon abonnement, ma ligne, suspension temporaire pour travaux à effet immédiat. L'opérateur m'a demandé si j'étais sûre. Absolument certaine, ai-je répondu. Le deuxième à l'opérateur téléphonique pour le forfait familial que j'avais souscrit, il y a 2 ans à la demande d'Étienne, qui trouvait son forfait trop cher. Je l'ai résilié. On m'a informé d'un préavis d'1 mois. Très bien. Le troisième à ma banque, pour signaler la perte de la carte bancaire additionnelle que j'avais fait faire pour les courses, utilisée principalement par Nathalie depuis 10 à 8 mois. Perte, annulation. Remplacement à mon seul nom, envoyé à l'adresse de ma sœur à Caluire. En rentrant à la maison en bus, j'ai reçu un message d'Étienne. « Maman, l'Internet marche plus. T'as appelé l'opérateur ?» J'ai regardé ce message un long moment. Puis j'ai posé le téléphone dans mon sac. Quand je suis entrée dans la maison, Nathalie était dans le salon, son ordinateur portable ouvert, l'air agacé de quelqu'un que la vie dérange. « Il y a un problème avec la box », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Je sais. » Elle a levé la tête. « Tu sais ? J'ai fait une démarche auprès de l'opérateur pour une suspension temporaire. J'avais besoin de vérifier quelque chose avec la ligne. » Elle m'a regardé différemment alors. Pas avec de la méfiance, pas encore. Plutôt comme quelqu'un qui recalcule une situation qu'il croyait stable. Le soir, Étienne m'a rejoint dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Il avait cette façon de s'approcher qu'il avait depuis l'enfance quand il sentait que quelque chose n'allait pas, les épaules légèrement rentrées, les mains dans les poches. « Maman. » Il a hésité. « Tout va bien ? » ?»« Très bien, » ai-je dit en continuant à éplucher les pommes de terre. « J'ai eu un rendez-vous ce matin chez un notaire pour mettre à jour certains documents concernant la maison. » Il a blêmi légèrement. « Quel genre de documents ? » « Des documents importants, ai-je répondu avec le ton tranquille que j'utilisais autrefois pour annoncer une évaluation surprise. Maître Aubert te contactera dans les jours qui viennent. Vous recevrez un courrier en recommandé. » Il n'a rien dit. Il est resté debout à ma droite un long moment et j'ai senti qu'il cherchait quelque chose à dire, une sortie, un couloir vers la situation d'avant. Mais il n'y en avait plus. 2 jours plus tard, le recommandé est arrivé. J'étais dans le jardin quand j'ai entendu la voix de Nathalie, ce cri bref et haut qu'elle avait quand quelque chose lui résistait, puis le silence, puis le bruit de ses pas dans le couloir, rapide, saccadé. Elle a ouvert la porte du jardin, elle tenait l'enveloppe ouverte, la lettre à la main, et son visage avait perdu cette assurance ordinaire qui me fatiguait depuis 3 ans. C'est quoi ça ? Sa voix était différente, plus petite. Je me suis levée de mon tabouret de jardin, j'ai retiré mes gants. Je lui ai fait face.
C'est une mise en demeure de libération des lieux, ai-je dit posément. Maître Aubert l'a rédigée conformément à la loi. Vous avez 30 jours. Elle a ouvert la bouche. L'a refermée. Tu plaisantes? Je ne plaisante jamais concernant les documents officiels. C'est une règle que j'ai depuis l'époque où je signais les carnets scolaires. Étienne est apparu dans l'encadrement de la porte. Il avait dû lire sa propre copie. Il était pâle comme un mur fraîchement blanchi. « Maman !» Il a fait un pas dans le jardin. « On peut en parler ?» Nous en parlerons vendredi, à 14h, dans le bureau de Maître Aubert. Il m'a proposé cette date pour une réunion de clarification. Je vous ai inclus dans la convocation. Nathalie a fait un pas vers moi. « Tu ne peux pas faire ça. On est ta famille. » J'ai laissé ce mot résonner un instant dans le jardin de novembre. La famille, ai-je dit, ne déclare pas à des inconnus que la maison de sa belle-mère est la sienne. La famille ne souscrit pas des crédits en utilisant l'adresse de quelqu'un d'autre sans lui demander. La famille ne prend pas la voiture d'une femme de 71 ans tous les jours sans lui demander si elle en a besoin. Elle a tressailli. « Le crédit, vous avez ouvert le courrier ?» Je trie le courrier qui arrive dans ma maison et je répondu « Je l'ai toujours fait. Votre courrier est arrivé à mon adresse. C'est mon adresse. » Elle s'est tournée vers Étienne, cette rotation que j'avais vue 100 fois, cet appel aux armes conjugales. Dit quelque chose. Étienne a regardé le rosier de son père. Puis il m'a regardé. Il avait l'air d'un homme qui comprend qu'il a dormi trop longtemps. Le vendredi, ils sont venus tous les deux au bureau de Maître Aubert. Nathalie avait fait l'effort de s'habiller correctement, ce qui était une façon d'admettre que la situation était sérieuse. Étienne avait les traits tirés. Il n'avait pas dormi. Cela se voyait. Je les attendais déjà, assise à la droite de Maître Aubert, face à la porte. J'avais choisi une veste que j'aimais, marine avec de petits boutons dorés, celle que je portais pour les réunions de parents d'élèves difficiles. Maître Aubert a expliqué la situation juridique avec la précision d'un homme qui connaît son métier. La propriété exclusive, l'absence de tout titre d'occupation légale, la validité de la mise en demeure, le délai de 30 jours. Nathalie a tenté plusieurs fois d'interrompre. Maître Aubert l'a laissé parler, puis a repris avec le même calme. La loi ne se négocie pas à la table d'un bureau, elle s'applique. Puis Nathalie a dit quelque chose que je n'attendais pas. De toute façon, Elisabeth nous doit bien ça. On a fait des travaux dans cette maison. J'ai regardé Maître Aubert. Il a ouvert son dossier. Les travaux que vous évoquez, a-t-il dit, c'est, à dire, la pose d'une tringle à rideaux dans la chambre d'amis et le remplacement d'une poignée de porte, ont été effectués sans l'accord du propriétaire et ne constituent pas une plus-value légalement opposable. En revanche, si vous souhaitez en discuter, nous pouvons également parler des 3 années de charges que Madame Maréchal a assumées seule, électricité, eau, taxes foncières, entretien du jardin, assurance habitation, soit en estimation basse, environ 22 000 € sur la période. Nathalie s'est tue. Étienne a posé ses mains à plat sur la table. Maman, a-t-il commencé d'une voix que je reconnaissais, celle qu'il avait eue à 12 ans quand il avait cassé le vase de ma mère. Je suis désolée. Vraiment. J'ai attendu qu'il continue. J'aurais dû dire quelque chose bien avant. J'aurais dû mettre des limites. J'aurais dû. Il n'a pas terminé sa phrase. Nathalie regardait par la fenêtre. C'est là que j'ai décidé d'ouvrir l'autre enveloppe, celle que Maître Aubert avait gardée pour moi à ma demande. J'ai glissé les papiers sur la table vers Étienne. Il a commencé à lire. Son visage a changé progressivement, comme une lumière qui baisse. Lentement d'abord, puis brutalement. « C'est quoi ça ?» Il a levé les yeux vers Nathalie. Elle n'a pas répondu immédiatement. Les 3 lettres que j'ai reçues à mon adresse, ai-je dit, représentent 13 000 € de crédit à la consommation souscrit par ta femme au cours des 2 dernières années. Maître Aubert a vérifié. Mon adresse figure comme domicile légal sur ces contrats. Je n'ai signé aucune autorisation. Étienne a regardé Nathalie pendant un long moment. Pourquoi ? Sa voix était très basse. Nathalie a redressé les épaules. Les frais, les voyages avec les amis, le reste. Tu travaillais trop, tu étais jamais là. Ce n'est pas une réponse, a-t-il dit. C'est pour ça, ai-je repris doucement, que votre carte bancaire ne fonctionne plus. Ce n'est pas une erreur du système. C'est moi qui l'ai annulée. Et je dois vous dire, Nathalie, que j'ai signalé aux organismes de crédit que mon adresse a été utilisée sans mon consentement. Ce n'est pas une menace, c'est la vérité administrative. La réunion a pris fin peu après. Maître Aubert a rappelé le délai. 30 jours, pas négociable. Dans le couloir, Étienne m'a retenu par le bras. « Maman !» Ses yeux étaient rouges, pas à cause du froid.
Je sais que tu es en colère contre moi aussi. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je suis lucide, c'est différent. Et c'est plus difficile à corriger. Il a hoché la tête. Où tu vas aller ce soir? À l'hôtel pour ce soir. Et après, je rentrerai dans la maison. C'est ma maison. Il a acquiescé encore, lentement, comme quelqu'un qui reçoit quelque chose de lourd mais de juste. J'ai dormi cette nuit-là dans une chambre d'hôtel au centre de Lyon, un bel hôtel que je connaissais depuis des années, avec une vue sur les toits et un silence que personne ne venait interrompre. J'avais commandé une soupe à la lyonnaise et un verre de Côtes-du-Rhône. J'avais regardé les informations sur la grande télévision murale, à la chaîne que je voulais, au volume que je voulais. Personne n'était entré pour changer la chaîne. Le lendemain matin, j'avais appelé mon ami René. René et moi nous connaissions depuis l'école normale il y a presque 50 ans. Elle avait une façon de rire qui ressemblait à une décision. « Lisbeth », avait-elle dit quand j'avais tout expliqué. « Lisbeth, c'est exactement ce que j'attendais que tu fasses depuis 2 ans. Tu aurais dû me le dire. Je te le disais. Tu n'entendais pas encore. » Elle avait raison. On n'entend certaines choses que quand on est prête à les entendre. J'avais eu besoin de la phrase de Nathalie ce soir-là. Cette maison, c'est pour nous, pour comprendre que la politesse avait ses limites et que l'indulgence avait les siennes. Les 30 jours ont passé avec la précision d'un calendrier scolaire. Je ne suis pas rentrée à la maison pendant la première semaine. J'ai laissé Maître Aubert gérer les échanges. Il m'appelait chaque soir pour un compte-rendu. Nathalie avait envoyé 2 messages enflammés auxquels il avait répondu avec des citations du Code civil. Étienne avait rappelé une fois, la voix calme, pour me dire qu'il cherchait un appartement. Je louais ce dernier chez René à Bron. On jouait aux cartes le soir. On regardait les vieux films que nous avions aimés à 20 ans. Et René me forçait à manger correctement parce qu'elle était de cet avis que les femmes de notre génération avaient tendance à oublier de se nourrir quand elles étaient contrariées. La 2e semaine, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire bien avant. Je suis allée au bureau de poste, déclarer un changement de domicile temporaire pour mon courrier. Puis j'ai appelé les organismes de crédit pour confirmer par écrit que je ne cautionnais rien et que mon adresse avait été utilisée sans accord. La dame au téléphone m'avait dit que ce genre de situation n'était pas rare. Cette phrase m'avait rendue triste et en colère en même temps. La 3e semaine, j'ai reçu un message d'Étienne. Court, sobre. « Maman !» On a signé un bail pour un appartement à Villeurbanne. On déménage samedi. Je suis désolée pour tout. J'avais gardé ce message longtemps sur mon écran. Le 30e jour, à 9h du matin, Maître Aubert m'avait appelé. « C'est fait, Madame Maréchal. » Maître Aubert m'a confirmé que les clés ont été déposées dans sa boîte aux lettres hier soir. L'état des lieux de sortie a été signé. Je rentrais chez moi. J'ai pris le tram jusqu'à Villeurbanne. Il faisait froid, un vrai froid de décembre avec ce ciel blanc que j'aimais. En descendant du tram, j'ai marché les 300 mètres qui séparaient l'arrêt de ma maison avec ce sentiment étrange d'une femme qui revient d'un long voyage dans sa propre vie. La grille était fermée comme je l'avais laissée. J'ai sorti ma clé. Le métal froid dans ma paume avait quelque chose de solide, de vrai. J'ai ouvert. La maison sentait le renfermé et quelque chose que je ne reconnaissais pas, un parfum synthétique, un déodorant peu, hêtre. Il y avait des marques sur le parquet du salon, là où ils avaient déplacé le canapé. Une tasse à café oubliée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Un cintre isolé dans la penderie de l'entrée. Je suis passée dans chaque pièce en ouvrant les fenêtres. L'air de décembre est entré, frais et neutre, chassant ce qui était resté. Dans la chambre qu'ils occupaient, sur le bureau, il y avait un mot plié en 2. L'écriture d'Étienne, que je reconnaissais depuis ses cahiers d'écolier. « Maman. » Je ne sais pas comment réparer ça, mais je vais essayer. La maison méritait mieux. Toi aussi, pardon. J'ai plié ce mot soigneusement, et je l'ai mis dans la poche de ma veste, à côté de ma clé. Les semaines qui ont suivi ont été un lent retour à moi-même. J'ai appelé un peintre pour la chambre d'amis. J'ai choisi un blanc cassé, doux, celui qui ressemble à de la crème fraîche. J'ai fait repriser le parquet dans le salon. J'ai repris ma voiture, que Nathalie avait laissée propre, ce qui était peu, être sa façon de s'excuser. René est venu un samedi avec des dahlias et une bouteille de Beaujolais. On a déjeuné dans la cuisine réorganisée selon mes préférences, avec les couverts à la place que je leur avais toujours donnée. On a parlé longtemps. Il paraît que Madeleine, ma voisine du dessus au sens de la rue, a des problèmes avec son gendre, a dit René en reprenant du gratin. J'ai levé les yeux. Quel problème ? Il l'a convaincu de lui confier la gestion de son livret A.
pour un investissement en ligne, paraît-il. Et depuis, elle n'arrive plus à avoir de nouvelles de ce livret. Je me suis essuyé les mains sur ma serviette. Tu peux lui dire de passer me voir mardi? René a souri dans son verre. Je savais que tu dirais ça. Madeleine est venue le mardi, comme prévu, avec une boîte de chocolat belge et une expression de quelqu'un qui n'ose pas encore espérer une issue. Je l'avais déjà croisée sur le trottoir, mais je ne la connaissais vraiment pas. Elle avait 68 ans, ancienne infirmière hospitalière, seule depuis peu. Le genre de femme qui a passé sa vie à soigner les autres, sans jamais avoir appris à soigner ses propres intérêts. Je lui ai offert du café dans mes belles tasses en porcelaine blanche à liseré bleu, celles que je gardais autrefois pour les grandes occasions. À présent, chaque après-midi était une grande occasion. Elle m'a tout raconté. Le gendre charmant de la première heure, les promesses de faire fructifier ses économies, le livret A vidé progressivement sur un compte joint qu'elle ne contrôlait plus, le loyer de son appartement avancé par elle pour leur appartement à eux. Sa fille qui détournait les yeux quand Madeleine essayait d'aborder le sujet. Quand elle a eu fini, ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse. « Vous avez les relevés de compte ?» ai-je demandé. « Oui, mais j'ai peur que ce soit trop tard. » Il n'est jamais trop tard pour un document officiel, Madeleine. C'est une règle. Je lui ai donné le numéro de Maître Aubert. Je l'ai accompagnée jusqu'à la grille. Elle s'est retournée avant de partir. « Comment vous avez fait pour avoir le courage ?» Je n'ai pas eu du courage, ai-je répondu. J'ai eu de la clarté. Ce n'est pas pareil. Le courage, c'est quand on a peur et qu'on agit quand même. La clarté, c'est quand on voit enfin ce qui est devant soi depuis longtemps, et qu'on n'a plus le choix de faire semblant de ne pas le voir. Elle a hoché la tête lentement, comme si cette phrase s'installait quelque part en elle où elle resterait. Janvier est arrivé avec son froid propre et ses matinées courtes. J'avais repris mes habitudes, le marché du samedi, la piscine du mardi, les livres le soir. René venait 2 fois par semaine. Jacqueline, une autre amie de la fac, était passée un dimanche avec ses petits-fils et avait laissé la maison en désordre d'une façon que j'avais trouvée agréable. Un désordre d'enfants, pas de parasites. Un matin de janvier, un peu avant 10 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Étienne était là, seul. Il portait un manteau que je ne lui connaissais pas, plus sobre que d'habitude, les mains dans les poches, l'air de quelqu'un qui a marché longtemps avant de sonner. « Bonjour, maman, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte un peu plus. Il est entré doucement, comme quelqu'un qui sait qu'il est invité et non attendu. Il a regardé le salon, la nouvelle couleur de la chambre d'amis entr'ouverte, les fleurs de René sur la table basse. « C'est beau », a-t-il dit. « C'est ma maison. » Il s'est assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux. Il n'a pas attendu que je l'invite à parler. On s'est séparés, Nathalie et moi. Elle est partie chez sa sœur à Bordeaux. Je suis seule dans l'appartement. Je n'ai rien dit. Je suis allée préparer du café. Elle t'avait menti, a-t-il continué depuis le salon, sur les crédits, sur l'argent. Il y avait aussi une carte d'un autre compte que je ne connaissais pas. J'ai compris plein de choses en même temps. J'ai apporté 2 tasses. Je me suis assise en face de lui. Tu savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit simplement, depuis longtemps. Oui, et tu regardais le plafond. Il a souri, un sourire triste, de quelqu'un qui reconnaît un trait de caractère gênant. J'ai toujours fait ça, depuis l'histoire du vase de grand-mère. Je t'avais pardonné à l'époque. Je sais. Ce n'est pas la même chose maintenant. Tu avais 12 ans alors. Là, tu en as 42. Il a bu son café sans répondre, et c'était la bonne réponse. Pas de justification, pas de couloir, juste la reconnaissance d'une vérité. « Est-ce que je peux venir te voir de temps en temps ?» a-t-il demandé avant de partir. Je t'ai toujours dit que ma porte était ouverte pour toi. Pas pour les autres, mais pour toi. Il a enfilé son manteau dans l'entrée, s'est arrêté une seconde devant le petit miroir accroché là depuis 20 ans. « Tu as l'air différente, maman. » Ça m'a pris 71 ans, mais j'ai fini par trouver la bonne coiffure. Il a ri, un vrai rire, le premier depuis longtemps. Il est parti, et j'ai refermé la porte. Pas avec violence, avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui choisit. Ce soir-là, je me suis installée dans mon fauteuil, le verre que j'avais récupéré depuis que le salon était entièrement redevenu le mien. J'avais allumé la radio sur France Musique, un quatuor de Schubert qui emplissait les murs. J'avais pris mon journal et j'avais écrit quelques lignes, pas grand-chose, juste les images de la journée, Étienne dans le couloir, le café dans les belles tasses, Madeleine au bout de la table. Je me suis rendu compte que j'écrivais tous les soirs depuis mon retour. Pas des listes de courses, pas des comptes à régler. Des observations, des moments, des femmes que je rencontrais qui me ressemblaient un peu trop,
qui avaient appris à occuper moins de place chez elles pour que les autres en aient plus. J'avais envie de leur dire quelque chose. J'ai regardé le salon, les murs que j'avais fait repeindre dans un abricot chaud qui me plaisait depuis longtemps et que je n'avais jamais osé choisir parce que je savais que quelqu'un trouverait ça trop voyant. Le tapis persan que j'avais remis au centre, là où il avait toujours été avant qu'on le repousse pour faire de la place. La lampe de lecture que j'avais rachetée après qu'on avait cassé l'ancienne sans me le dire. Tout était à sa place. Et la place était la mienne. J'ai éteint la radio. J'ai monté le silence. Pas le silence d'avant, lourd, précautionneux, celui de quelqu'un qui retient sa respiration pour ne pas déranger. Le silence d'une maison qui respire tranquillement parce que personne n'y est en guerre. J'ai fermé mon journal. J'ai regardé la fenêtre, la rue de Villeurbanne sous les lampadaires, une femme qui promenait son chien, un jeune homme à vélo. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle vous réserve une surprise qui, j'en suis certaine, vous ira droit au cœur.